Bonjour à tous. Alors, quels sont les statuts pour devenir un agriculteur, un indépendant en France? On entend parler du statut de cotisant solidaire, de celui d'exploitant agricole, voire de statut annexe. Bon, c'est pas toujours finalement très clair, a fortiori si vous n'êtes pas issu du milieu agricole. Donc, ici, je voulais prendre le temps de cette vidéo pour préciser bien les bases autour de ces statuts socio-agricoles. On va détailler d'abord le statut d'exploitant agricole, ensuite le statut de cotisant solidaire, puis des statuts, on va dire, qui sont annexes, des statuts qui sont réservés à la famille des exploitants agricoles, statut de collaborateur d'exploitation, d'associé d'exploitation, d'aide familiale, pour parler enfin du montant des cotisations sociales, quand même enjeu majeur s'il en est. Donc, nous voilà partis. Alors, tout d'abord, avant de se lancer sur ces statuts à proprement parler, c'est quand même important de bien préciser que quand on parle ici de personnes qui exercent une activité agricole à titre professionnel, eh bien, le champ des activités agricoles est précisé par cet article L722.1 du Code rural et de la pêche maritime. Alors, on y trouve, certes, premièrement de l'article, tous les éléments d'activité auxquels on associe généralement l'agriculture, hein, donc toutes les activités de culture et d'élevage. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque vous voyez dans le premier 1, vous voyez aussi, on va toutes les activités qui sont liées à la transformation, le conditionnement, la commercialisation des produits agricoles sont incluses dans les activités agricoles, ainsi que toutes les activités agrotouristiques, donc c'est-à-dire les activités touristiques qui ont lieu sur une ferme et voilà, en lien avec l'activité agricole. Bon. Mais les activités agricoles au sens de cet article L722.1, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi toutes les activités de travaux agricoles, les activités de travaux forestiers, les entreprises de travaux forestiers, les établissements de conchiliculture, là ça c'est de la culture de coquillages, les établissements de pisciculture, donc d'élevage de poissons, ainsi que les activités de pêche maritime à pied, et oui, ça fait partie aussi des activités agricoles. Et puis par ailleurs, les activités des mandataires des sociétés aux caisses locales d'assurance mutuelle agricole. Ça, c'est un cas très très spécifique. Bon, alors ce statut d'exploitant agricole. Alors, première chose vraiment importante à poser, c'est quels sont les critères pour avoir le droit de s'affilier en tant qu'exploitant agricole au niveau de la MSA, la mutualité sociale agricole, qui est l'équivalent de la sécurité sociale dans le secteur agricole. Alors, première chose, c'est simplement exercer une ou des activités agricoles, qui est donc activités listées à cet article L722.1 du Code rural et de la pêche maritime. Alors évidemment, c'est des activités exercées de façon indépendante, donc hors de salariat, parce que si vous étiez salariat, vous releveriez du statut simplement des salariés agricoles. Et autre point, c'est il faudrait atteindre ce qu'on appelle l'AMA, l'activité minimale d'assujettissement. Alors, ceci passe par le fait d'atteindre un des critères, alors un seul, hein, ce ne sont pas des critères cumulatifs, un seul des critères suffit, qui sont listés dans les articles 722.4 et 722.5 du Code rural. Alors, premier critère, c'est avoir des moyens de production équivalents à au moins une SMA, une surface minimale d'assujettissement. Ici, dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas détailler ce qu'est la SMA, mais par contre, ça sera le sujet d'une vidéo que je vais publier très prochainement sur ma chaîne. Bon, à noter que si le calcul de la SMA est impossible, c'est assez rare, mais il arrive que certains types de production ne soient pas encadrés par les barèmes de la SMA. Eh bien, ici, on va se baser sur le critère temps de travail déclaré. Ici, donc, pour les activités qui ne sont pas soumises au barème SMA, eh bien, il faudra déclarer moins 1200 heures consacrées à ces activités au cours de la dernière année civile écoulée. Alors, qu'en est-il si vous avez un cas de figure où vous avez d'un côté une ou des activités sous barème SMA et par ailleurs une ou des activités qui sont hors du barème SMA? Eh bien, on va faire une combinaison entre les deux. Alors comment le calcul est réalisé? On prend le pourcentage de la SMA, correspondant aux activités qui sont sous barème SMA, on multiplie par 1200 et à ça, on ajoute le nombre d'heures déclarées pour les activités hors du barème SMA. Donc, par exemple, un agriculteur qui aurait au niveau de l'ensemble de ses moyens de production 60% de la SMA et par ailleurs qui mène des activités hors du barème SMA avec 700 heures déclarées pour ses activités, on ferait 0,60 fois 1200 et à ça, on ajouterait 700 et ça nous donne 1420 heures. Et là, la personne a le droit de s'affilier en tant qu'exploitant agricole, puisqu'on est au-delà du fameux seuil de 1200 heures. Dernier critère possible pour atteindre cette AIMA,
Eh bien, c'est au cours de la dernière année civile écoulée avoir tiré un revenu grâce donc, à ces activités agricoles qui soit d'une valeur au moins équivalente à 800 heures payées au SMIC brut, hein, ce qui représente en 2021 8 200 euros. Alors, à condition par ailleurs d'avoir des moyens de production représentant au moins 25% de la SMA. Alors, à noter que dans le cas d'une installation agricole, si vous ne répondez pas aux critères d'AMA que je viens d'évoquer, il reste toutefois possible de s'affilier en tant qu'exploitant agricole via la procédure dite de l'affiliation dérogatoire. Ceci fonctionne uniquement si vous êtes dans le cadre du dispositif de l'installation progressive, euh, voilà, qui est lié aux aides nationales à l'installation, dont la fameuse DGA, la fameuse dotation à jeunes agriculteurs. Ça va pouvoir se mettre en place. Donc, si on remplit un des deux critères hein, qui sont précisés ici, c'est-à-dire avoir au moins 25% de la SMA ou sinon bah, avoir un revenu annuel au cours de la dernière année civile écoulée au moins équivalent à 640 heures réglées au SMIC brut, hein, si on représentait 6 560 euros en 2021. Donc, c'est un dispositif dérogatoire et temporaire qui est cohérent avec la notion d'installation progressive. La personne, donc, lorsqu'elle demande à la caisse locale de la SMA à bénéficier de cette affiliation dérogatoire, mais elle s'engage à ce que, à la fin de la période, au plus tard, à la fin de la période au cours de laquelle l'affiliation dérogatoire a lieu, eh bien, elle réponde à un des critères nécessaires pour avoir la fameuse AMA dont on parlait plus tôt. Donc, c'est que c'est un dispositif dérogatoire qui, au maximum, peut avoir lieu pendant donc 5 ans. Alors, à quoi ça sert d'être exploitant agricole? Quels intérêts, quels avantages amène le statut? Eh bien, ça permet d'accéder aux formations professionnelles agricoles. Alors, pour l'immense majorité des agriculteurs, ça sera donc financé via le fonds de financement Vivea. Toutefois, il faut noter que pour certains agriculteurs, ceux du domaine de l'horticulture et du paysagisme, eh bien, ça sera le fonds de financement Val-Or auquel ils feront appel. Ça va permettre de participer en tant qu'électeur, voire en tant que candidat, hein, aux élections professionnelles agricoles, de bénéficier de la couverture sociale de l'MSA pour la retraite, pour les cas d'invalidité, les cas les cas de maternité, paternité, les indemnités journalières en cas de journée de maladie, etc. Un autre point, c'est que si vous voulez bénéficier des aides à l'installation, donc la fameuse DGA, mais aussi les exonérations fiscales et sociales qui sont liées à la DGA, eh bien, il est obligatoire d'être affilié en tant qu'exploitant agricole. Le statut permet également d'accéder aux aides de la PAC, d'avoir un accès prioritaire au foncier agricole, enjeu majeur s'il en est, et puis aussi ça vous donne un statut en tant que professionnel de l'agriculture qui permet de justifier des demandes d'autorisation d'urbanisme pour créer de nouvelles créations, des rénovations, des extensions de bâtiments ou encore des aménagements qui sont nécessaires à votre activité agricole. Alors, autre statut majeur, le statut de cotisant solidaire. Alors, d'abord, quels sont les critères? Premièrement, c'est comme pour le statut d'exploitant agricole, il y a la notion d'exercer une ou des activités agricoles hors salariat, donc de façon indépendante. Deuxième point, c'est le fait de disposer de moyens de production représentant de 25% au minimum jusqu'à 99% de la SMA. Alors, si le barème de la SMA n'est pas applicable à votre activité, l'affiliation sera en fonction de votre nombre d'heures déclarées pour la dernière année civile écoulée, entre 150 et maximum 1199 heures, puisque si on atteignait 1200 heures, on basculerait sur le statut d'exploitant agricole. Alors ici, attention, si la combinaison SMA et temps de travail qu'on a vu précédemment dépassait 1200 heures, on ne pourrait pas être affilié en tant que cotisant solidaire, donc ça c'est un premier point de vigilance. Un deuxième point de vigilance, c'est que si vous atteignez un revenu dans votre activité qui vaut au moins 800 heures payées au SMIC brut, eh bien vous êtes affilié en tant qu'exploitant agricole. Donc, autre point de vigilance, il y a le seuil maximal de revenus pour rester sous le statut de cotisant solidaire. Alors, vous remarquerez que
ces différents critères d'affiliation, que ce soit tant pour celui d'exploitant agricole que celui de cotisant solidaire, ils font appel à la notion d'avoir un revenu, d'avoir ou d'avoir un temps de travail et ou d'avoir de la SMA. Bon, mais qu'en est-il, vous me direz-vous, à l'installation? Parce que lorsqu'on l'installe, on n'a pas d'heures à déclarer ni de revenus, c'est normal. Et puis, il est tout à fait possible que vous démarriez sans avoir de moyens de production en place, euh, permettant de rentrer dans les critères de la SMA. Dans ce cas de figure, il faut vous adresser à un conseiller de la MSA pour qu'il réalise une attestation temporaire d'affiliation à la MSA en tant que cotisant solidaire ou en tant qu'exploitant agricole. Donc, affiliation temporaire qui a vocation de vous permettre de vous affilier tout de suite à l'un des deux statuts, le temps de pouvoir bien répondre à un des critères d'affiliation nécessaires pour s'affilier de façon pérenne, donc soit en tant que cotisant, soit en tant qu'exploitant. Alors, quels sont les intérêts du statut de cotisant solidaire? Eh bien, il vous permet d'accéder aux formations professionnelles agricoles. Ça vous permet également d'être couvert sur les accidents du travail. Alors, par contre, seulement si vous avez au moins 40% de la SMA en termes de moyens de production. La contrepartie de cette couverture sur les accidents du travail étant le fait que vous payez les cotisations dites ATEXA. Ça vous permet de bénéficier des aides de la PAC et puis ça vous donne un statut de professionnel de l'agriculture qui justifie le fait de demander des autorisations d'urbanisme pour créer des bâtiments ou des aménagements sur votre site. Par contre, même, il faut noter que c'est un statut qui fait que vous ne bénéficiez d'aucune couverture sociale, en dehors d'une petite précision mise sur les accidents du travail. Donc, c'est tout de même un statut qui est vraiment précaire et la plupart du temps utilisé de façon temporaire. C'est-à-dire qu'il est tout à fait courant qu'une personne fasse son installation agricole avec le statut de cotisant solidaire pour payer nettement moins de cotisations sociales au démarrage de son activité. Puis par la suite, une fois que son activité s'est suffisamment développée, il fasse la transition, la bascule vers le statut d'exploitant agricole. Donc il est tout à fait possible de basculer de l'un à l'autre des statuts selon les critères qu'on vient de voir. Alors, autre cas de figure important, c'est la pluriactivité. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'avoir d'un côté une activité agricole en tant qu'exploitant ou en tant que cotisant, et puis par ailleurs avoir une activité professionnelle hors de l'agriculture. Donc c'est ce qu'on appelle la pluriactivité. Ça donne lieu à une affiliation à deux organismes de sécurité sociale, la MSA pour le volant agricole, et puis un autre organisme, alors que dans la plupart du temps est la sécurité sociale, qui est donc va être lié à l'autre activité professionnelle. Par contre, ici, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il y aura toujours un seul organisme référent pour le règlement de l'ensemble des prestations sociales. La règle de principe posée par le Code de la sécurité sociale, c'est que cet organisme référent, c'est celui qui correspond à votre activité professionnelle la plus ancienne. Donc, si par exemple vous êtes salarié dépendant de la sécurité sociale et que par ailleurs, en parallèle de ça, vous lancez votre activité en tant que cotisant solidaire, avec affiliation à la MSA, eh bien, il faudra toujours vous adresser à la sécurité sociale pour le versement de l'intégralité de vos prestations sociales. Alors, petite exception à cela, étant que si votre activité la plus ancienne, c'est une activité saisonnière, comme moniteur de ski par exemple, eh bien, ça sera l'organisme référent sera celui qui sera à l'activité la plus récente. Alors, un autre point aussi important à préciser, c'est l'obligation d'affiliation, c'est-à-dire que dès lors que vous répondez objectivement aux critères d'affiliation, que ce soit les critères pour s'affilier en tant que cotisant ou en tant qu'exploitant, eh bien, il est absolument obligatoire de s'affilier. Et si vous ne vous affiliez pas ou voire vous refusez de vous affilier, eh bien, ceci constitue un délit au sens du Code de la sécurité sociale. Donc, outre le versement de l'ensemble des cotisations sociales non réglées à ce jour, vous serez également condamné potentiellement à des peines d'amende. Alors, il existe par ailleurs d'autres statuts pour être un professionnel indépendant dans le secteur agricole, qui sont réservés à la famille de l'exploitant agricole. Alors, c'est uniquement de l'exploitant. C'est des statuts auxquels la famille du cotisant solidaire n'a pas accès. Alors, le premier statut, c'est le statut du conjoint collaborateur ou de la conjointe collaboratrice.
Alors, de qui s'agit-il? C'est de la personne qui va être mariée, pacsée ou en concubinage avec l'exploitant agricole. Alors, du moment que cette personne, eh bien, elle participe de façon régulière et réelle à la bonne marche de l'activité agricole. Il faut noter ici qu'on n'a pas droit à une rémunération, il n'y a pas de salaire versé. Par contre, la personne dispose d'un droit à salaire différé. C'est-à-dire que si l'exploitant agricole est amené à, décéder ou à effectuer une autre transmission de patrimoine comme une donation-partage, par exemple, eh bien, la personne qui a le statut de conjoint collaborateur dispose d'une indemnité qui va être calculée en fonction du nombre d'années qu'elle a consacré à l'activité agricole. Alors, ça lui permet également d'avoir l'accès à la protection sociale, donc couverture sur les accidents du travail, entre autres, et d'accéder à la formation professionnelle agricole. Alors, ici, le calcul des cotisations est assez simple, c'est 2/3 de celles que paye l'exploitant agricole pour lui-même. Ensuite, on a le statut d'associé d'exploitation. Ça, c'est réservé à la membre de la famille au premier degré du chef d'exploitation ou de sa conjointe ou conjointe. Euh, que donc son conjoint soit marié, pacsé en concubinage, peu importe. En premier degré, ça veut dire frère, sœur, père, mère ou fils ou fille, hein, et que cette personne soit au moins majeure, donc au moins 18 ans, et moins de 35 ans. Alors, ça va être mettre en place via une formalisation, via une convention. Pour ça, on peut pouvoir utiliser les conventions types qui sont définies au niveau départemental. Pour ça, vous pouvez demander au niveau de la Chambre d'agriculture de votre département. La personne qui a ce statut d'associé d'exploitation a droit à une allocation versée par l'exploitant agricole et a aussi un intéressement au bénéfice de l'exploitation, c'est-à-dire qu'elle a droit à une fraction du bénéfice donc généré par l'exploitation agricole. Encore une fois, le statut permet l'accès pour cette personne à une protection sociale et à la formation professionnelle agricole, et le calcul des cotisations et contributions sociales dues pour la société d'exploitation, eh bien, ça vaut simplement 2/3 de celles que paye l'exploitant agricole pour lui-même. Et enfin, on a le statut d'aide familiale, alors qui est réservé la famille au premier degré du chef d'exploitation ou de sa conjointe. Il faut que cette personne aussi ait au moins 16 ans révolus. Donc, c'est un statut qui maintenant est de moins en moins utilisé, mais même encore court, hein. Donc la personne n'a pas droit à une rémunération, elle n'a pas droit à un salaire, ni un intéressement au résultat de l'exploitation. Par contre, elle a droit à être nourrie, logée et même avoir de l'argent de poche de la part de l'exploitant agricole. Elle bénéficie là aussi, comme pour le statut de conjoint collaborateur, d'une créance de salaire différé. Alors, c'est un statut qui est temporaire, puisqu'on va pouvoir l'utiliser pendant 5 ans au maximum. Et au-delà de ces 5 ans, il faudra choisir de basculer sur un autre statut agricole. Donc, ça permet encore une fois d'accéder à la protection sociale et à la formation professionnelle agricole. Et le montant des cotisations et contributions sociales est encore moindre avec ce statut, puisque ça représente seulement 1/3 de celle que paye l'exploitant agricole pour lui-même. Alors d'ailleurs, ces cotisations et contributions sociales, eh bien, quelles sont-elles? On en a un bon nombre. Si je ne fais pas rentrer dans le détail de la nature de chacune, mais je vous ai mis tout de même la liste ici. Pour l'exploitant agricole et sa famille, donc les personnes qui ont le statut éventuellement de conjoint collaborateur, d'aide familiale ou d'associé d'exploitation, eh bien, voilà, la liste ici, c'est d'abord l'assurance maladie, maternité ou invalidité, dite AMEXA. Ensuite, on a les cotisations pour l'invalidité, l'assurance vieillesse agricole, l'assurance vieillesse individuelle, la retraite complémentaire obligatoire. Ensuite, la cotisation pour les accidents du travail, la cotisation pour les prestations familiales, la cotisation pour la formation professionnelle qui sert à abonder le fonds de formation Vivea, les contributions sociales que sont donc la CSG et la CRDS, et aussi une autre contribution qui est une contribution au Fonds national agricole de mutualisation sanitaire environnementale, le FMSE. Pour le cotisant solidaire, la liste est moins longue. On a la fameuse cotisation de solidarité, d'où le terme d'ailleurs cotisant solidaire. C'est lié à cette notion de cotisant de solidarité. La cotisation accident du travail, ATEXA, alors seulement si le cotisant solidaire
a des moyens de production représentant au moins 40% de la SMA. La contribution également à la formation professionnelle, la CSG, la CRDS et, encore une fois, la contribution au FMSE. Alors, quels sont les montants? Ma foi, c'est tout de même assez complexe, puisqu'il y a beaucoup de critères qui peuvent rentrer en compte, comme le niveau de revenu, par exemple. À ça, il faut ajouter le fait que pour chaque cotisation ou contribution, ça peut être soit un montant forfaitaire, soit un montant variable qui est indexé sur le montant des revenus de l'agriculteur, revenu variable qui, dans certains cas, a un montant minimum. Donc, c'est assez complexe. Pour ça, je vous renvoie au barème qu'on trouve sur le site de la MSA, msa.fr, où tout ça est détaillé. Comment tout ça va se passer? Eh bien, chaque année, un agriculteur doit faire ce qui s'appelle une DRP, une déclaration de revenus professionnels. Et la MSA va se baser sur les éléments présents dans cette déclaration pour faire le calcul des cotisations et contributions sociales dues. Alors, quelques chiffres tout de même pour vous donner des ordres de grandeur. Donc, concernant ces contributions et cotisations sociales, pour le cotisant solidaire, c'est assez simple. La part variable représente 23,7% des revenus professionnels, sans minimum, sans montant minimum. Et la part, des parts fixes, ça représente actuellement 175 euros. Pour l'exploitant agricole, là, il y a plus de variabilité selon les cas de figure, mais pour donner voilà, des ordres de grandeur, la part variable, ça va représenter entre 33 jusqu'à 42% des revenus professionnels. Et avec un montant minimum, quand on ajoute les parts fixes avec un montant forfaitaire et le minimum des parts variables, qui va être de l'ordre de 1700 euros si vous êtes ATS, c'est-à-dire agriculteur à titre secondaire, c'est-à-dire que les revenus agricoles représentent moins de la moitié de l'ensemble de vos revenus professionnels, et environ 2800 euros si vous êtes ATP, agriculteur à titre principal, c'est-à-dire que vos revenus agricoles représentent plus de la moitié de l'ensemble de vos revenus professionnels. Mais d'ailleurs, quels sont ces revenus professionnels dont je vous parle? C'est vrai que la notion n'est pas toujours bien précisée, bien explicitée. Ça dépend de votre régime fiscal. Le régime fiscal de la structure juridique dans laquelle vous menez votre activité agricole. Si vous êtes en régime fiscal dit micro-BA, micro-bénéfice agricole, là c'est assez simple. Ce qui va être considéré comme votre revenu, le montant de ce qu'on appelle votre assiette fiscale, le montant sur lequel on se base pour faire les calculs des cotisations et contributions sociales, eh bien, ça vaut 13% de la moyenne annuelle du chiffre d'affaires hors taxe. La chose est un peu plus complexe si vous êtes en régime réel simplifié ou régime réel normal. Alors, si vous êtes dans une structure qui est soumise à l'impôt sur le revenu, considérez comme vos revenus la moyenne annuelle de la quote-part de l'agriculteur dans les bénéfices. Les bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, générés dans la structure selon les règles du plan comptable général. Par contre, si la structure juridique dans laquelle a lieu l'activité est soumise à l'impôt sur les sociétés, eh bien, on va se baser sur la moyenne annuelle des rémunérations versées à l'agriculteur, éventuellement une partie de ses dividendes. Alors, quand on parle de moyenne annuelle, c'est-à-dire qu'on parle du montant cumulé durant les 3 dernières années civiles qu'on va diviser par 3, ce qu'on appelle l'assiette triennale. Ça, c'est le régime qui s'applique par défaut, sachant qu'il est possible de faire une option pour bénéficier de l'assiette annuelle, auquel cas, on va se baser uniquement sur les revenus de la précédente année civile comme assiette sociale. À savoir que lorsque vous vous installez dans les premières années de la création de l'activité, eh bien, va s'appliquer une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions sociales. Alors, un autre point pour conclure cette vidéo, c'est bien penser à articuler cette notion de statut social d'une part et d'autre part le type de structure juridique dans laquelle vous allez mener votre ou vos activités agricoles, puisque on ne peut pas penser l'un sans l'autre. C'est deux choses qui doivent être impérativement pensées ensemble et pour que l'articulation fonctionne. Alors, pour donner quelques exemples de l'importance de cette articulation, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'une société, quelle qu'en soit la forme,
société commerciale, société civile agricole, société coopérative, peu importe. Si vous êtes deux associés ou plus, associés exploitants, c'est-à-dire associés participant de quelque façon que ce soit à la bonne marche de l'activité agricole dans la société, eh bien, tous les associés ont obligatoirement la qualité d'exploitant agricole, bon, à condition que le critère de l'AMA, l'activité minimale d'assujettissement, soit rempli. On ne pourrait pas avoir dans une société les associés exploitants affiliés en tant que cotisants solidaires. Ça, par exemple, ce n'est pas possible. Autre cas de figure qui montre l'importance de cette articulation, si vous êtes cette fois-ci dans le cadre d'une association loi 1901, puisqu'une association loi 1901 peut tout à fait mener des activités agricoles, eh bien, les statuts, que ce soit d'exploitant agricole ou statut de cotisant solidaire, mais il ne faut simplement pas s'appliquer. Puisqu'il n'y a pas, simplement, ça ne correspond absolument pas au cas de figure. Une personne qui a un statut d'agriculteur au sein d'une association, bah, elle va être soit bénévole, mais ça c'est un cadre non professionnel, soit elle va être salariée de l'association, ou encore si elle est membre du conseil d'administration, dans certains cas, elle peut être indemnisée ou salariée, mais encore une fois, elle n'a pas le statut d'un indépendant. Donc, on ne peut pas avoir le cas de figure de l'affiliation en tant qu'exploitant ou en tant que cotisant si vous êtes en association. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre dans les grandes lignes du moins l'histoire de statut social dans le domaine agricole. Je mène assez régulièrement des webinaires sur le sujet du droit agricole, dont donc, le b.a.-ba du droit agricole. Vous pourrez trouver sur mon site internet, je vous mets le lien sous la vidéo. J'ai également écrit un livre d'introduction au droit agricole, dont je vous ai mis également les références sous la vidéo. Voilà, si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez des suggestions, des idées, des interrogations pour d'autres vidéos par la suite à faire sur toutes les thématiques qui ont trait au droit agricole, n'hésitez pas aussi à mettre vos suggestions. Ça me sera utile en termes de source d'inspiration. Voilà, je vous dis à très bientôt.